Bonjour tout le monde. Donc ici c'est l'espace Permacafé, l'espace des conversations des estivales de la permaculture. Pour cette deuxième conversation, nous allons parler des pratiques naturalistes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être naturaliste? Il y a peut-être plusieurs manières de l'être, en tout cas, ou peut-être plusieurs objectifs. Et le sous-titre qu'on avait proposé, c'était sciences participatives, préservation de la biodiversité et soutien aux luttes citoyennes. C'est à peu près la même chose. Et nous avons 3 invités. Marthe, des naturalistes des terres. Si vous ne connaissez pas cette organisation, elle va nous l'expliquer juste après. Voilà, gardez vos questions. Florence Devers, qui est botaniste, qui est du Muséum d'histoire naturelle. Elle a un stand un peu plus haut avec plusieurs de ses collègues et elle travaille sur les nombreux programmes de sciences participatives. Celui que je connais, c'est Sauvage de ma rue. Peut-être que vous le connaissez aussi. Je pense qu'il y aura l'occasion de nous en parler et des autres, parce qu'il a été décliné selon les différentes espèces de la faune et de la flore. Et Arnaud, qui est rabatteur, qui essaie d'attirer le public, mais qui est aussi ornithologue, et il fait partie de la Ligue des protections des oiseaux, la LPO, de Montreuil. National, je ne sais pas comment vous êtes découpé, peu importe. Okay. Peut-être la première question, je suis très curieux de vos vies personnelles. Comment vous êtes devenu naturaliste? Pourquoi? C'est quoi la petite histoire qu'il y a derrière tout ça? Et bien sûr, je précise qu'on est en cercle et tout, donc si vous voulez à un moment prendre la parole, vous n'hésitez pas, c'est très libre. On a 3 invités, mais vous êtes tous nos invités. Et on est tous invités les uns les autres, c'est super. N'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, vous me faites un petit signe et ça s'arrange. Très bien. Qui veut commencer et nous raconter cette petite aventure naturaliste? C'est moi, d'accord, c'est moi qui parle. Bonjour. Ça a commencé pendant l'enfance, voilà, en regardant des êtres vivants bouger. L'impression de voir une vérité. Et ça n'a cessé de vivre en moi depuis plus de 45 ans. Bon, moi je suis originaire du Sud et dans le jardin de mes parents il y avait peu de terre mais il y avait beaucoup de cailloux et je me suis intéressée très vite aux plantes et voilà, ça vient aussi, je jardine et je m'intéresse aux plantes depuis que j'ai, je sais pas, depuis que je marche. En gros. Et moi, oui aussi, j'étais attirée par le vivant et dans mon milieu professionnel, je suis allée vers des études de biologie. Et puis j'ai aussi voulu sortir un peu du laboratoire et pratiquer un peu l'observation dans le milieu, dans le milieu directement, et observer les êtres vivants dans leur milieu. Et justement, je suis très curieux, juste dans vos pratiques professionnelles aujourd'hui, sur comment vous observez la nature. J'imagine que vous avez une méthode, un protocole qui sont peut-être différents, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs, chacun. Mais peut-être qu'avant ça, c'est bien si vous nous présentez vos travaux, plus spécifiquement, et qu'est-ce que c'est, Florence, la science participative, Marthe, c'est quoi l'objectif des naturalistes des terres, parce que tout le monde ne sait peut-être pas. Peut-être qu'on commence par là, ça posera les choses bien, et tout le monde sera à égalité. Du coup, les naturalistes des terres, ça vient de la volonté de lier en fait les luttes locales, les luttes de défense écologiste et environnementale, avec le milieu des naturalistes, qui soient à la fois professionnels et amateurs, parce qu'en fait, il y a quand même une grande partie du milieu naturaliste qui est aussi amateur, c'est assez important. Je pense que vous avez pu aussi... Ils le savent, et donc c'est la volonté en fait d'utiliser le savoir naturaliste dans la défense de lutte d'un certain milieu à des niveaux locaux. Voilà. Et c'est lié, c'est sorti sous forme d'un appel qui est sorti il y a 2 ans maintenant dans la revue Reporter, et il y a une carte qui a été mise en place avec des naturalistes qui peuvent s'inscrire sur cette carte de France, et les luttes locales qui peuvent contacter des naturalistes pour demander une expertise ou de l'aide sur le sujet de la biodiversité. Est-ce que tu peux donner un exemple pour illustrer davantage comment ça marche ? Par exemple, pour l'A69,
la lutte contre la construction de l'A69, l'autoroute dans le sud. Par exemple, le report de la reprise des travaux du chantier a été fait grâce au fait qu'on a découvert qu'il y avait des mésanges bleus qui nichaient, qui sont mises à nicher dans les arbres qui devaient être coupés, et donc ça a retardé le projet. Donc par exemple, c'est le genre d'actions qui peuvent être faites. Après, on va aussi faire des inventaires qui peuvent du coup aider soit à mettre en avant un manquement qui a été oublié ou mis de côté quand les expertises, les études ont été faites, ou alors parfois ça peut être aussi, c'est aussi l'idée de replacer le vivant et l'importance du vivant dans un milieu, le mettre en avant. Et aussi l'inviter, par exemple dans la forêt de Rouen, donc il y a une forêt qui est aussi menacée de destruction pour faire passer une autoroute. Les naturalistes des terres ont creusé des mares pour inviter les tritons crétés à venir, et ça crée aussi un récit, et pour les personnes qui sont impliquées dans les luttes, ça crée aussi tout un imaginaire, et ça les rapproche aussi du vivant qui sont là et qui cherchent à défendre aussi. Tu parlais que dans votre organisation, dans votre association, mouvement plutôt, collectif, il y avait aussi beaucoup d'amateurs, et il me semble que Florence, tu travailles beaucoup avec les amateurs dans tes enquêtes. Oui. Alors, du coup, moi je suis rattachée à un laboratoire d'écologie du muséum qui s'appelle le CESCO. Et en fait, on est bien identifié comme un laboratoire de biologie de la conservation des espèces. Et du coup, on part en fait à la fois sur la faune et sur la flore. Nos travaux portent de façon plus globale, mais on a à chaque fois un chercheur qui est spécialiste des espèces ou des groupes d'espèces. Ce qui fait que, par exemple, on n'a pas de spécialiste actuellement en herpétologie. Mais voilà, donc sur tout ce qui est serpent, batraciens. On n'est pas tous naturalistes. Mais du coup, sont bien représentés les plantes à fleurs, les insectes pollinisateurs, les oiseaux, de façon... les oiseaux communs. Mais oui, c'est ça, on travaille sur le commun et sur ce qui nous entoure. Donc déjà, vous voyez, le champ, c'est quand même un champ qui est restreint, parce que finalement, on travaille sur la France métro, puisque du coup, on est le muséum national, mais on essaye là, aujourd'hui, de transposer nos observatoires aux espèces de l'outre-mer. Mais bon, pour le moment, ça démarre seulement, Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc on est un labo de recherche, et donc nos observatoires, si vous voulez, c'est nous en fait, avec les chercheurs, qui les avons dimensionnés, protocolés, etc. Ce qui fait que, comment te dire, ce n'est pas la science, elle redescend en fait vers la société, et la société civile, elle est partie prenante, comme les associations aussi. Mais si tu veux, un observatoire qui serait proposé par justement un groupe de personnes, etc., et bien aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu vois, la différence, c'est plutôt descendant, en fait. Ceci dit, comme on travaille à dire d'experts, on va justement proposer un cadre structuré. Et en ce sens, donc, on a des observatoires pour lesquels on va demander de regarder des listes d'espèces. Alors, pour les papillons des jardins, par exemple, on a 28. Pour les escargots, les limaces, c'est 31 espèces. Et pour les oiseaux des jardins, je crois que c'est un peu plus de 50. Et après, quand les personnes sont un peu plus formées, expérimenté, du coup, on peut aller vers ce qu'on appelle des inventaires ouverts. Mais du coup, du coup, il peut y avoir un débat là-dessus. Nous, en tout cas, par le biais de cette connaissance qu'on met à portée, donc au niveau du site internet,
là où on va trouver des tas d'informations, des fiches d'identification, éviter des confusions, aller plus loin, avoir possibilité de s'informer sur d'autres canaux, etc. Donc là, on trouve vraiment tout. Et comment les sciences participatives, si tu veux, elles ont commencé au muséum, néanmoins, avec un observatoire qui était beaucoup plus naturaliste. C'était l'observatoire des oiseaux communs qu'on appelle le STOC, le suivi temporel des oiseaux communs. Mais tu vois, en 2006, avec Internet qui est arrivé dans les foyers, là, il y a eu une explosion, et justement au niveau de la connaissance, et on a pu aller, tu vois, chercher justement les gens. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est que les personnes, elles apprennent, et que petit à petit, elles deviennent acteurs. C'est ça, en fait, l'idée. Hein. C'est acteurs, décider, avoir les outils pour justement dire stop, voilà, je veux m'engager dans cette lutte, je veux... voilà, et j'en ai les moyens. C'est ça, en fait. Les sciences participatives, elles permettent ça, cette liberté, en fait. Et nous, on pense que oui, l'apprentissage, il doit se faire, alors au rythme de chacun, mais tu ne peux pas ne pas faire cet apprentissage-là. Voilà. Je donne le micro à Arnaud qui a fait cet apprentissage. Alors, je peux peut-être raconter dans l'opérationnel ce que Florence appelle un observatoire. Donc, je vais parler de celui des oiseaux. Le programme STOC dont elle parle, le terrain est découpé en carrés de 1 km par 1 km, et des gens comme moi se saisissent de la responsabilité d'aller faire des points d'écoute. Donc, on entend un oiseau. Vous connaissez cet oiseau ? C'est typiquement ça qu'on fait en fait. Pendant 5 minutes de silence, on écoute tout ce qu'il y a autour de nous et on en fait un relevé qu'on va saisir dans une base de données. C'est ça qu'appelle Florence un observatoire. Et on fait, le protocole, c'est de façon très rigoureuse, tous les ans, le même jour, à la même heure, on refait un tour du carré. Ça, c'est STOC. Voilà. Ce protocole permet de repérer des oiseaux communs. C'est des problèmes de mathématiques et de statistiques qui font que, ainsi, on va pouvoir estimer les populations d'oiseaux communs. Et on met en lumière, grâce à ça, sur une longue durée, une baisse importante de certaines populations d'oiseaux. C'est à ça que ça sert. Ça sert à démontrer, de façon rigoureuse, que le volume d'oiseaux, que le nombre d'oiseaux baisse, à la fois en termes du nombre d'espèces présentes, il y en a de moins en moins, et en termes de nombre d'individus. Certains individus, certaines populations s'effondrent. Voilà, c'est les deux à la fois. Donc moi, je suis un acteur de terrain. Je prends mon vélo et je me suis inscrit et je vais faire ce relevé parce que j'ai acquis au fil du temps cette capacité à reconnaître des oiseaux. Je fais aussi un petit peu d'autres taxons, peu importe. Moi, ce que je questionne, Florence, parce que je fais ça depuis longtemps et j'ai mis du temps à m'engager là-dedans, et d'ailleurs je m'y suis engagé un peu à reculons, je pourrais expliquer pourquoi, c'est l'utilité de ça. C'est-à-dire que moi, ce que je vois autour de moi, je vois beaucoup de naturalistes qui rentrent dans une compétition pour voir le plus d'espèces possible. Les cocheurs dans le monde des oiseaux, c'est ceux qui veulent voir le plus d'espèces. Et d'ailleurs, l'observatoire de la LPO est fait comme ça. La fiche des individus, c'est le nombre d'espèces que vous avez observées. C'est ça qu'on met en avant. C'est une forme de badge de compétition. Et l'utilité derrière, concret, pour défendre le terrain, essayer de dialoguer avec les politiques sur le terrain pour, concrètement ici par exemple, ce qui se passe ici met en danger des espèces. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ça. C'est aussi ce qui s'est passé lors de la manifestation à laquelle j'avais participé, d'ailleurs déguisé en fauvette grisette, là, ce printemps. C'est en plein pendant la période de reproduction, il y a une marée humaine qui rentre dans cet espace, là, il y a des fauvettes à tête noire, mésanges bleus, mésanges charbonnières, troglodytes mignons, pouillots véloces qui nichent là-bas autour de la grande prairie, voilà. Et en pleine période de nidification, donc on a rentré nos données, hein, on sait que ça niche, tout le monde le sait, mais on s'en fout.
Je veux dire, les données sont compilées, il y a des grands articles qui sont publiés, parfois la presse s'en saisit, mais c'est pas ça qui fait bouger les choses. Et puis là, donc ça c'est à l'échelle nationale, à l'échelle locale, ici, rentrer en relation avec les acteurs du territoire pour leur dire là, ce que vous faites, ça met en péril des choses. Parfois, d'avoir saisi des données, ça sert. Pas toujours. C'est pas ça qui finalement emporte le morceau. Et moi, je sais que voilà, je suis... j'ai plein de doutes. Je suis plein de doutes. À la fois sur le profil des gens qui vont faire les observations et ce qu'on en fait derrière, et sur la réalité des retombées sur le terrain. J'ai vraiment beaucoup de doutes. Bon, je dois dire qu'on est rentré dans le sujet de façon assez, on va dire, pointue. Arnaud, tu as soulevé le problème des cocheurs, c'est que, en fait, les espèces, pour les naturalistes, c'est un challenge, comme tu l'as dit. Pas pour tous. Mais pas pour tous. Voilà, donc il y a un challenge, c'est de voir les espèces. Mais comme une drogue, finalement, quelque chose auquel on... Voilà. Mais je dirais que on va laisser ça pour le moment de côté, parce que finalement, l'idée derrière ces comptages, parce que ça revient à faire des comptages. Tout ce dont on parle, que ce soit les papillons, que ce soit les sauvages de la rue, etc., ce sont sur la base du comptage, comme tu l'as dit. En écologie, nous, c'est deux paramètres que l'on suit. C'est à la fois les effectifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'abondance des individus, et puis d'autre part, c'est la richesse spécifique, c'est-à-dire la diversité des espèces. Donc une fois qu'on a ces deux paramètres, on a des éléments qui nous permettent de faire des analyses. Et ces analyses, elles sont fondées sur les champs des bases de données et donc des variables. Et ces variables, on va faire tourner aussi des modèles en fonction de ces variables-là. Parce on a, si vous voulez, des aspects temporels, mais on a aussi des aspects qui peuvent aussi être projetés dans le temps. Et donc, on va faire aussi des scénarios. On va regarder aussi l'évolution de certaines populations au niveau de leur dynamique, etc. Alors, tous ces éléments-là, et peut-être vous aurez des questions là-dessus, j'imagine, mais en fait, nous, ce sont des éléments que nous restituons aux politiques. Et aux politiques, bien sûr, c'est le ministère, c'est toutes les personnes qui peuvent entendre en fait ce que nous on a à dire. C'est je perds le CNPN, le centre, tout ce qui regroupe en fait les données naturalistes justement en France, mais on a différents outils aussi pour ça. Hein. Et donc, il y a des choses qui sont structurées. Mais nous, on ne peut pas aller au-delà de ça, si vous voulez. On se pose des questions, nous, en tant que scientifiques et en tant que naturalistes aussi, à l'intérieur de la maison. Mais on est un relais, en fait. On est un relais entre les observateurs et justement le politique. Alors maintenant, les doutes... oui, ça sert parce que ça permet d'avoir des données fiables. Et les seules données fiables qui existent aujourd'hui, hein, c'est les données du muséum. Enfin, je dirais que les sciences participatives en relais avec les associations et le muséum, du coup, ce sont des données fiables. Après, ce que font les associations naturalistes elles-mêmes, ce sont aussi des données, mais ce ne sont pas des données adossées à la recherche. Voilà, c'est tout. Là, c'est le mur qu'il y a entre le monde de la recherche et les politiques, où tu as beau leur dire, tu ne sais pas forcément ce qu'ils vont en faire. Et donc justement, j'ai envie de te redonner la parole. Vous faites des inventaires, c'est un de vos outils, parfois, pour des recours juridiques, peut-être.
justement, vous utilisez les outils du naturaliste pour avoir là une action concrète, immédiate, même si c'est le temps de la justice, parfois ça peut prendre un peu de temps. Est-ce que tu peux nous raconter ça plus précisément ? Oui, alors on fait ça parfois. On essaye de le faire, par exemple autour du Green Dock, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Green Dock. C'est un projet de construction d'un gigantesque entrepôt à Gennevilliers. Logistique, entrepôt logistique. Voilà, il y a beaucoup de personnes, il y a tout un collectif en fait qui s'est monté contre la construction de cet entrepôt logistique sur le port oui, de Gennevilliers. Et donc nous, nous les naturalistes des terres du groupe Île-de-France, on a voulu aussi s'intéresser à la question et on a organisé des inventaires aussi sur le lieu. Notamment, mais donc c'est un milieu assez urbanisé, mais ce qu'il faut savoir c'est que aussi cet entrepôt il va être à quelques mètres d'une zone Natura 2000, voilà. Et donc on a aussi, des inventaires ont été entrepris de toute manière dans le cadre de la construction du projet, et du chantier comme c'est fait à chaque fois, ça doit être fait. Mais on a voulu le faire aussi pour voir ce qu'il en était, pour voir si on voyait d'autres espèces, mais c'est pas que en fait, on se voit pas la face, on pense pas qu'on va trouver des espèces protégées avec une importance qui n'ont pas été vues et tout ça, mais c'est aussi l'idée de déjà les mettre en avant que dans ces zones-là, en fait, il y a une biodiversité qui est importante. On a comptabilisé énormément une bonne diversité de plantes, mais aussi de faune, d'oiseaux, etc. Donc l'idée c'est de mettre en avant que cette biodiversité elle existe dans ce milieu qui est toujours présenté comme une friche, comme un entrepôt qui est délaissé, qui est un milieu urbain, etc. etc. Donc c'est aussi le récit qu'on met derrière. Et ces inventaires on les a aussi ouverts au public, à des personnes qui ne sont pas du tout naturalistes, mais qui habitent le territoire, dans l'idée aussi de les intéresser, ouvrir le regard et aussi, comme tu disais, c'est c'est pas seulement nommer, c'est déjà aussi nommer toutes les espèces, mais c'est aussi pouvoir se rendre compte que dans ce territoire-là, que je côtoie tous les jours, en fait, c'est même cet individu-là, c'est toujours le même oiseau qui va revenir à cet endroit-là. Mais ça crée en fait aussi de l'importance parce que ça crée un lien avec les personnes les humains du territoire et les autres vivants non humains. Et ça crée aussi une empathie et une volonté de défendre ce milieu. Voilà. Est-ce que vous utilisez les données des enquêtes menées par le muséum ? On pourrait, mais souvent aussi, vu que c'est souvent, en fait, nous, nos inventaires et tout ce qu'on, en fait, ça n'a pas une portée, c'est pas pour une portée scientifique, c'est pas pour une portée, on aimerait bien que ça puisse se faire aussi au cours du temps, mais en fait on est souvent restreint parce que par la lutte et par le calendrier de la lutte, du chantier, etc. etc. Donc on est assez limité et souvent on utilise, si les données du muséum peuvent exister à cet endroit-là, pourquoi pas. Souvent on utilise les données qui ont été faites par les bureaux d'études pour les chantiers. Vous faites une sorte de contre-expertise de... Oui, parfois on essaye. Mais après, en fait, ces recours juridiques, en fait, ça prend beaucoup de temps. Et aussi, en fait, nous-mêmes, on critique la manière institutionnelle de protection de la nature. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les politiques publiques de protection de la nature ? On critique certaines limites. On trouve qu'elles ne sont pas suffisantes. Et notamment cette notion d'espèces protégées, on trouve que c'est pas suffisant en fait pour protéger la biodiversité en elle-même. Est-ce que justement, je vais te demander sur quel point vous arrivez à faire des recours juridiques ? Est-ce que justement c'est cette notion d'espèce protégée ? Et est-ce que tous les trois vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait qu'une espèce est protégée ? Qu'est-ce que c'est ? Et en quoi toi et peut-être tes voisins vous pensez que c'est limitant ? C'est plusieurs questions, mais je pense qu'il y a se saisissent ensemble. En fait, il existe des listes d'espèces qui relèvent en fait d'un classement fait par l'IUCN. L'IUCN, c'est l'Union internationale pour la protection de la nature. Or,
on s'est rendu compte nous-mêmes que, si tu veux, la mention qui va être attribuée à une espèce, elle est liée à la documentation qu'on a sur cette espèce-là. Est-ce qu'on la trouve un peu de façon fréquente, ou est-ce qu'on la trouve sur le territoire, etc. S'il n'y a pas de campagne de recherche de l'espèce, et du coup il faut des moyens pour chercher les espèces, mais du coup on n'aura pas cette documentation. Et donc du coup on va passer peut-être à côté de certaines espèces qu'on va mettre dans on va pas lui donner une mention, et donc elle ne sera pas à protéger si tu veux, mais elle en aurait besoin. Donc comme tu dis, il y a des limites à ce système-là déjà. Et aussi, il faut les connaître, les espèces. Oui, il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître, mais il y a aussi des taxons qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a 10 millions à peu près d'espèces qui ont été déterminées, c'est-à-dire qui sont rangées en fait dans les herbiers, qui sont rangées dans les bocaux, etc., ou sous forme de photos. Enfin bref, les systématiciens, du coup, ont déterminé les espèces de façon précise. Et donc, voilà, là, ça, pour le coup, voilà. Mais on sait qu'il y a encore, je crois que c'est l'évaluation, c'est 100 millions d'espèces qui seraient à déterminer. Et dans les 10 millions, en fait, comment ? Est tout mélangé, en fait. Mais il y a des groupes dans lesquels il y a plus de représentation, et notamment, tu vois, sur les 10 millions, il y en a plus d'un tiers, ce sont des insectes. Parce qu'il y a une petite différence morphologique, voilà. Donc, du coup, on a des sous-espèces, etc. La question, c'était sur... Non, c'était ça. J'avais envie de demander à Arnaud, y a-t-il des espèces protégées au mur à pêche à Montreuil qui vivent ici? Oui, bien sûr, il y en a plein, mais ça ne ralentit pas, c'est pas du tout déterminant dans les décisions. Tout le programme là vise à collecter des données, donc on rentre des données dans des systèmes d'information qui sont partagés sur Internet. On fait grossir les données, on a de plus en plus de données. Mais pour sortir de la donnée, aller vers l'action de protection, le chemin est énorme, c'est très compliqué. L'autre exemple, donc le mur à pêche ici, le projet des murs à pêche, même les acteurs des murs à pêche, j'évoquais, le simple décalage d'une date d'un festival pour éviter que ça menace la nidification, c'est très compliqué de dialoguer là-dessus. Vous voyez, je parle très local ici, c'est pour essayer. Le parc des Beaumont est une ZNIEF classée Natura 2000, donc typiquement, pourquoi ? Je fais le lien, dans le classement l'UICN, il y a des espèces qui ont fait que ce site a été classé, où ils espéraient des espèces qui ont fait que ce site, à un moment donné, a été classé. Donc il est particulièrement sous le regard des politiques. Il y a un comité scientifique de naturalistes aux côtés d'Est Ensemble pour aider la prise de décision dans les actes de gestion du site, dont je fais partie. On voit bien que la donnée, c'est pas ça qui est maîtresse du jeu, en fait. C'est pas du tout ça. Je pense que la maîtresse du jeu, c'est l'opinion beaucoup plus pour le politique, et qu'il y a quelque chose à franchir pour sortir des naturalistes, parce que là, c'est un dialogue un peu d'experts, vous voyez bien, les termes qu'on emploie, ça reste un truc un peu ésotérique. Et ce pas-là, moi, je sais pas comment le faire, en fait, tout seul. Est-ce que justement, le fait qu'il y ait ces observatoires participatifs, ça ne forme pas des citoyens qui acquièrent une compétence? Quand Florence nous décrivait au début, j'avais l'impression qu'au début, justement, on était sur un inventaire, une liste stricte, un peu restreinte, et ensuite ça s'ouvrait à d'autres disciplines. Et donc j'avais l'impression que les amateurs observateurs acquéraient une expérience et une connaissance. Et finalement, j'étais curieux de savoir combien il y avait de personnes qui participaient à ces observatoires. 50 000 en France aujourd'hui, tout observatoire confondu. D'accord, ouais. Donc sur 70 millions, 10 millions. il y a encore... Moi, à mon échelle, je vois pas d'effet. Je vois pas d'effet opérationnel. Voilà. À mon échelle de ma vie,
j'ai vu la décroissance, je l'ai enregistré dans des bases de données, et ça n'a servi à rien. Tu veux dire le déclin? Ouais. Le déclin des espèces, de certaines notamment. Et j'ai essayé de m'inscrire là-dedans, c'était pour devenir acteur, en me disant je vais y arriver. Parce que je m'étais mis en retrait, moi, des organisations humaines. Et j'étais allé vers elles en me disant je vais quand même arriver à faire quelque chose. Mais non, en fait. Aujourd'hui, c'est pas un constat, même à l'échelle très très locale, de discuter avec l'élu à Montreuil, c'est très très compliqué, c'est des pas de fourmis en fait. Et l'élu, le premier adjoint, la première fois que je l'ai vu, la LPO, c'est combien de divisions? Il voulait savoir combien il y avait de gens. De votants. Ouais, exactement. Exactement. Et je pense que le combat à mener, il est de ce côté-là en fait. Il n'est pas tellement dans la science participative, parce qu'on voit qu'après tant d'années d'existence, on est à 50 000. Il me semble qu'il faut passer à une autre échelle. Et que... je ne sais pas comment, parce que... Ça fait quand même beaucoup de porte-parole. Ouais, mais les porte-paroles, avec les biais que j'ai expliqués tout à l'heure, des gens qui sont plutôt introvertis et qui pensent que d'aller mettre des données dans la base de données, ça suffit, je pense qu'on produit du biais. On produit de la contre-valeur, là. Moi, je vois ça. Hein. Le groupe LPO de Montreuil, je passe mon temps à leur convaincre qu'il vaut mieux aller... Il y a un phénomène très, très, très bien étudié à Paris, c'est la disparition du moineau domestique. Alors, un exemple très très concret. Le moineau domestique, les populations de Paris, donc le PIAF, entre 2000, je vais peut-être me tromper d'1 ou 2 ans sur les dates, vous me pardonnerez, entre 2011 et 2020, en gros, en l'espace d'une dizaine d'années, le nombre d'individus a été divisé par 3. Donc une énorme chute. Alors comme tous les animaux, quand ils chutent, ça peut être des maladies, hein, a priori c'est pas le cas, c'est tout simplement parce que l'habitat qui leur permet de faire un nid et de se nourrir disparaît. Effectivement, la rénovation urbaine, on a tendance à combler dans Paris toutes les petites cours dans lesquelles il y avait des herbes qui poussaient avec des graminées, avec un petit peu d'insectes. On bouche les trous dans les murs parce qu'on veut isoler, parce qu'on rénove. Donc le moineau ne peut plus nicher, il ne peut plus nourrir. Il s'en va, il meurt. Voilà. Donc, ça, c'est un phénomène étudié avec le muséum et la LPO. Hein, c'est les bénévoles de la LPO qui travaillent avec le muséum sur un protocole qui rend incontestable la chute. On l'expose aux politiques. Ok. Bon. Maintenant, l'action, derrière, c'est assez simple finalement. Il faut préserver l'habitat, ménager, quand on fait de la rénovation urbaine, des endroits où il peut nicher dans les maisons. Ça peut se faire avec les mairies en allant, lorsque vous déposez un permis pour faire une rénovation urbaine, mettre quelques contraintes auprès des gens. Les actions, on les connaît en fait, mais personne ne veut le faire. Et moi, par exemple, au sein du groupe local, j'essaye de dire, mais arrête, Montreuil. Donc Montreuil n'est pas encore touché par ça, parce que Montreuil, l'habitat de Montreuil, il a le paysage qu'avait Paris il y a 20 ans. Donc on va y arriver par contre, on est sûr qu'on va y arriver, c'est-à-dire quand on rénove, et il y a plein d'exemples, que j'ai observé moi, c'est-à-dire je dis mais là il y a des moineaux qui nichent, donc vous avez déposé un permis, le projet c'est que vous allez faire disparaître ce qui leur sert à nourrir et à dormir, et à se reproduire, qu'est-ce qu'on peut faire? Les naturalistes là dont on parle, ils vont aller rentrer des données dans la base de données, hein, ils vont pas aller à la mairie pour essayer de discuter. Hein. Non, je dis pas tout le monde en fait, je force le trait pour essayer de porter le débat, mais je sais bien que tout est plus nuancé que ça. Hein, et là on a une vraie difficulté en fait, face à une vraie difficulté, une vraie difficulté à la fois pour tout un chacun quand on a une maison, qu'on a des travaux à faire, on se rend pas forcément compte de ce qu'on est en train de faire, il faut accepter peut-être des surcoûts. Le politique n'a pas envie de prendre la responsabilité de faire peser des contraintes sur le PLU que les gens n'ont pas envie d'entendre et pour lesquels ils ne sont pas prêts à voter.
Et puis le truc vivote dans sa vie, puis le naturaliste continue à rentrer des données dans la base de données. Je force le trait, on est bien d'accord. Mais attends un instant. Ah oui, pardon. Vous vouliez parler ? Non, mais. Bon, je sais pas, Non, mais- moi je veux bien parler, hein. J'ai plusieurs choses à dire. Premièrement, je me souviens qu'avec mon fils qui est là, quand il était en BTS, on avait fait observateur pour le muséum, observer autour d'une fleur les insectes qui venaient pendant un temps donné. Et que, enfin, moi, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant de faire ça parce que justement, ça me rendait attentive, ça m'obligeait à m'arrêter, à regarder ça. Et après, c'est vrai, on rentrait les données, mais je dirais, même si on ne les avait pas rentrées, c'était une façon de se sensibiliser à ces questions-là. Par ailleurs, je suis architecte, et comme toujours, les architectes sont coupables de plein de choses, et il faut qu'on leur mette des contraintes en plus sur les permis de construire. Si vous voyez le permis de construire, là je range un peu des archives, quand je vois les permis que je faisais en 98 et ce qu'on fait maintenant, c'est hallucinant le nombre de contraintes qu'on a. Et à la fin, on fait un truc qui répond mal à peu près à tout, enfin, à la fin, c'est pas si intéressant que ça, je pense, d'en rajouter encore une couche. Je dirais, c'est peut-être plus, d'ailleurs, je me souviens avoir parlé de ça aussi au niveau de toutes les questions écologiques, au fond, plutôt que d'imposer et de sanctionner, est-ce qu'il ne faut pas se sensibiliser, donner envie, que les gens aient une attention à toutes ces choses-là voilà, je me pose la question de ça. Parce que, en plus, je veux vous dire, on est les seuls à la fin. Enfin, quand on est architecte et qu'on dépose un permis de construire, c'est distribué ensuite dans 17, 24, je ne sais combien de services. Chaque service voit une seule chose. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va voir comment les oiseaux vont nicher, bah, c'est super. Cocheur de case. Voilà, et à la limite, on est les seuls à avoir une vision un peu panoramique de tout. Et puis finalement, c'est pas nous qui décidons, parce que à un moment, c'est la même chose que ce que vous dites parallèlement. Ce sont les politiques, c'est le maître d'ouvrage, nous, on ne fait que exposer la situation, préconiser des choses, mais c'est pas nous qui décidons. Et c'est par contre nous qui portons, je dirais, tout l'ensemble de ces injonctions. Et qui sommes coupables d'ailleurs si jamais on n'a pas répondu à une de ces injonctions. Donc, moi, une chose qui me frappe, c'est pas seulement sur le vivant, la biodiversité, c'est que quand je vois ce que les États ont fait pour le Covid, à quelle radicalité ils sont arrivés, tout le monde était en permanence prévenu qu'il fallait faire attention, qu'on n'avait plus le droit de sortir de chez nous, on devait signer des papiers, etc. Mais par rapport à la transition climatique, par rapport à tous les enjeux d'écologie, on ne fait rien du tout. On n'a aucune information. Et moi, j'ai même été à un moment sanctionnée parce que j'ai parlé de décroissance, non pas de décroissance des espèces, mais de décroissance de l'activité humaine pour laisser plus de chance à la planète de vivre, je dirais. Et on m'a expliqué que le ministère ne pouvait pas valider une présentation où il y aurait ce mot-là. Voilà. Non, moi, juste ce que... je voudrais juste dire qu'en fait, ça pourrait passer par la formation des politiques. En fait, les politiques, souvent, ils ne connaissent pas le sujet du tout. Le sujet de la nature, ça les... Enfin, voilà, ils ne sont pas formés. Ils n'ont pas, comme tu dis, le jargon. Ils n'ont pas les bases. Et du coup, moi, je vois, chez nous, on a quelques collègues qui sont allés à l'Assemblée parce qu'il y a eu une demande. Et alors, curieusement, il y a eu une demande d'à peu près tous les partis.
Et donc, on a été assez étonnés. Mais ça a duré peu de temps, moins d'1 heure. Mais n'empêche que, bon, ils ont donné quelques éléments, tu vois. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, ça n'a pas été fait, mais il faudrait accélérer, en fait, cette formation. Il faudrait qu'ils participent à Observateur, Oui. au moins une fois. C'est ça. Et puis, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut mettre de l'écologie dans la politique. Et ça, on y arrivera. On y arrivera. Parce que c'est pas possible autrement. Donc, bon, l'économie, c'est une chose. Mais l'écologie est trop importante aujourd'hui. On ne peut pas faire sans. C'est tout. On ne peut pas. Donc, voilà. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous, au muséum, il y a quand même une certaine rigueur. Hein. La même méthode que tu emploies pour le stock, nous, on l'emploie aussi pour Vigiflore. Mais ce que je voulais te dire aussi, c'est que les observatoires naturalistes qui se développent aussi bien donc, et qui donnent en fait ces indications de réponse, c'est la réponse des espèces aux changements globaux, hein. L'intensification de l'agriculture, le dérèglement climatique, l'urbanisation, c'est ça hein, ce qu'on appelle les changements globaux. Hein. Et bien du coup, ces observatoires, si tu veux, on n'a pas tant de recul que ça finalement. En 89 est sorti le stock. On a une durée d'une 30aine d'années sur le stock, sur le suivi des oiseaux communs. Mais sur d'autres observatoires, on a à peine une 12aine d'années, voire moins. Donc sur les chauves-souris, encore moins. Et du coup, tu vois, il y a encore à faire, il y a encore à mobiliser, il y a encore à s'investir, tu vois, là-dessus. Et bon, moi, je suis assez optimiste quand même. Donc, du coup, je me dis que voilà, rien n'est perdu. Mais là, il faut réagir, c'est vrai. Il faut réagir et on a besoin de tout. Hein. On a besoin de vous, on a besoin de nous, je pense, et de vous. Enfin, voilà. Mais voilà, c'est pas perdu. Comment d'ailleurs on vous sollicite? S'il y a quelqu'un qui est membre qui se bat là, contre un projet inutile et imposé, vous êtes chez lui, comment il vous contacte? S'il y a quelqu'un qui veut faire des sciences participatives, comment il s'y inscrit? Enfin, j'imagine que il y a tout qui est expliqué sur votre site parce que vous êtes hyper fort là-dessus. Mais non, mais les sciences participatives, si tu veux, c'est une entrée pour aller vers la connaissance et c'est pour s'investir, mais dans nos protocoles, si tu veux. Donc après, moi je vais te dire ce qui m'arrive régulièrement, c'est que moi on me dit, voilà, est-ce que ça vous intéresserait pas? Là, il y a un permis de construire sur un collectif, c'est un immeuble collectif qui va se construire. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et moi je leur dis, au titre de muséum, je peux pas. Donc maintenant tu les renvoies. Voilà. Et donc je les renvoie, mais souvent j'interviens quand même aussi à titre privé. Voilà. Mais quand je peux. Oui, bah du coup, nous, vous pouvez aussi les contacter sur une carte naturaliste des terres qui se trouve sur Internet. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'était que je pense que les naturalistes des terres, il y a un peu la volonté, oui, d'aller... de mettre en avant vraiment en fait l'impact que ça a fait les luttes écologiques. On a assez intégré maintenant que la biodiversité, enfin on parle tout le temps de la biodiversité dans les luttes écologiques, c'est intégré que le but c'est aussi de protéger la biodiversité. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a derrière cette biodiversité? Malheureusement aujourd'hui on est assez peu sensibilisé. C'est pour ça que les sciences participatives et les sorties naturalistes ou je sais pas, etc., les pratiques naturalistes, ça permet d'avoir ce regard, cette attention et de comprendre en fait qu'est-ce qu'on protège quand on protège la biodiversité. Et en tant que naturaliste des terres, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas d'avoir ce dialogue avec à la fois les habitants du territoire, mais aussi avec les politiques. On essaye, mais aussi même parfois c'est de manière un peu plus en lutte, un peu plus déterminée, comme on le savait. Juste avant, on avait une discussion sur les classes dehors. Ça peut être aussi une bonne piste pour éduquer, sensibiliser dès le plus jeune âge les futurs élus, avant qu'ils entament une carrière politique, et toute la société par la même occasion. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des objections, des envies de nous raconter des choses C'était un peu aussi pour
pour rebondir un peu sur ce que disait Arnaud, et que je trouvais que c'était assez pessimiste, et je suis d'accord avec toi, il y a des raisons d'être pessimiste, et je pense aussi qu'il faut essayer quand même de voir ce qui est positif dans tout ce qui peut être fait. Moi j'ai l'impression que la lutte pour défendre le vivant, elle est multiforme, et il faut vraiment tirer parti de tout ce qu'on peut faire. Donc par exemple, les programmes de sciences participatives, même si toi tu as l'impression qu'à ton échelle, tu n'as pas vu vraiment de changement dans les comportements des gens, c'est quand même toujours ça de prix, le fait que des personnes qui commencent à observer la nature, qui au départ n'y connaissent rien, et puis finissent par apprendre un peu, et surtout à se sensibiliser, et puis à trouver des petits trucs qui ne sont pas du tout dans le protocole, mais les comportements et tout. Je trouve que c'est vraiment chouette, et même si c'est un petit nombre de personnes rapportées à toute la population française, c'est toujours ça de prix, puis c'est des gens qui après peuvent en parler à d'autres. C'est ce qui manque, et je pense que ce qu'essayent aussi de faire les naturalistes des terres, comme l'a dit Marthe, c'est de recréer un lien avec le vivant qui a été perdu en fait depuis longtemps dans nos sociétés industrielle, et ça c'est vraiment important pour que les gens ils puissent se saisir vraiment des luttes eux-mêmes. Les naturalistes des terres, c'est pas un collectif qui vient, hop, on vous fait le service fait, on vous fait notre inventaire et puis on repart. Non, il y a évidemment mettre à contribution les compétences des naturalistes des terres, mais aussi former les gens et puis les resensibiliser au vivant. Et puis une dernière chose sur l'aspect plutôt vraiment lutte musclée, mais aussi inventaire. Donc encore une fois, les inventaires, parfois on a l'impression qu'on pisse dans un violon, mais je sais que pour Notre-Dame-des-Landes et la décision d'abandonner la construction de l'aéroport, les inventaires naturalistes, qui ont d'ailleurs été faits par les précurseurs des naturalistes des terres, ils ont été décisifs. C'était pas le seul facteur, et en fait la lutte musclée des terres, comme on dit, elle a été super importante. Mais le fait que c'était appuyé aussi par des données scientifiques naturalistes, ça a vraiment joué. Et en l'occurrence, Vinci, donc celui qui avait la concession pour faire l'aéroport, avait fait ses propres inventaires. Il n'avait pas trouvé une biodiversité de ouf. Mais après, des naturalistes très motivés sont venus. Ils ont vraiment fait le boulot comme il faut. Et puis, ils ont triplé le nombre d'espèces qui avaient été observées. Parce qu'en fait, c'est un territoire qui est à l'intersection de 3 bassins versants. Et du coup, il y a une diversité d'habitats, une diversité d'espèces. Voilà, donc ça a été important. Donc je pense qu'il faut lâcher sur rien, et je pense que c'est utile malgré tout, même si c'est frustrant parce que ça avance vraiment pas vite, quoi. Mais en même temps, il y a urgence à tenter de changer les choses. Oui, Xtian, des naturalistes des terres, et je suis aussi dans une association, déjà pour faire le lien par rapport au juridique dont vous parliez tout à l'heure. C'est plutôt les associations comme la FNE et autres associations qui ont un statut officiel qui peut se permettre d'aller mener des actions juridiques, mais surtout judiciaires également, pour aller jusqu'en cour d'appel ou au Conseil d'État. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait, on ne le dit pas peut-être assez, il ne faudrait pas oublier qu'en fait la nature, les espèces, elles étaient là avant nous. En fait, aujourd'hui, l'homme, l'être humain est arrivé après un certain nombre d'espèces. Et à partir de là, on a une sorte de suprémacisme à vouloir effectivement les compter, les protéger. En fait, pourquoi protéger quelqu'un qui pourrait exister si vous mettez une forêt en libre évolution? La nature, elle reprend ses droits. Dans les friches, on voit qu'elle peut reprendre ses droits. Et donc, je dirais quelle est notre légitimité là-dedans. Il faudrait mieux apprendre à dire qu'on doit plutôt cohabiter, vivre ensemble, rétablir un équilibre, renaturer là où il n'y a pas la nature, mais plutôt que de vouloir protéger. D'ailleurs, protéger, dire il y a une espèce protégée ici, on ne va pas construire. En fait, la protection, faudrait protéger aussi l'habitat, parce qu'on ne protège pas l'espèce uniquement. Si elle n'a pas d'habitat, on ne peut pas la protéger. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faudrait avoir en tête, et je crois que c'est Bruno David qui disait qu'aujourd'hui, on peut, dans les sciences participatives, faire prendre conscience à tout un chacun, mais je crois qu'il faut recommencer très jeune. Et lui, Bruno David, disait avant 8 ans. Si on veut que demain, il y ait vraiment des changements et qu'ils soient pris en compte pour qu'on puisse inverser, changer de paradigme. Voilà. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il prendre la parole, réagir?
confirmer. Moi, je voudrais juste préciser que. Je voulais juste préciser que Viginature s'intéresse aux espèces communes. Et ça, c'est très important. C'est des espèces qui nous entourent, c'est des espèces ordinaires. Et en fait, c'est 80%, plus de 80% des espèces qui sont présentes partout. Enfin, c'est par rapport au ce qu'on disait. Si on s'imagine finalement une pyramide, et ben, en fait, c'est les 10-15% qui sont protégés, mais protégés de façon, l'ours blanc, celles qui sont vraiment emblématiques. Mais nous, ce qu'on protège, c'est le reste, parce qu'on sait très bien que si la biodiversité ordinaire se casse la figure, en fait, c'est tout qui se casse la figure finalement. Et du coup, c'est pour ça qu'on porte notre intérêt sur ce qui est autour de nous. C'est pour ça que une herbe, une petite herbe, un oiseau, comme tu disais, un oiseau commun et qui tout d'un coup d'ailleurs est dans une phase plutôt décroissante, et du coup en déclin, ça nous intéresse. Puis alors après, il y a un autre aspect qu'il faut souligner, je crois, c'est que plus de 70% maintenant de la population vit en ville. Et le rapport à la ville, c'est, comme on disait, on est dans des espaces contraints, mais tout le vivant est dans l'espace contraint finalement. Tu vois les plantes au pied des arbres, tu vois les espèces justement qui sont complètement dévariées parce que tout d'un coup il fait nuit, il fait plus nuit justement, il fait jour même la nuit. Donc tout ça aussi fait que il y a des changements quoi. Peut-être vous voulez rebondir là-dessus, non? Moi je voudrais savoir comment on protège un musulman. On arrête de consommer parce que la banquise. Oui, donc qu'est-ce que. Non, mais c'est une vraie. Oui. Puisque c'est un animal très très protégé et que visiblement il y en a très, très peu, qu'est-ce qu'ils font? La brin d'herbe, j'ai compris qu'ils ne voulaient pas le protéger ou que c'était pas assez important, mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger un ours blanc? Je ne sais pas, peut-être des gens savent. Moi, je voudrais dire à la campagne. À la campagne, je pense que c'est peut-être pire les atteintes à la biodiversité qu'en ville, parfois. Moi, je travaille en Charente, là, et la campagne, elle présente pas tant de les gens ne sont pas si sensibles que ça à la question de la biodiversité. Il y a énormément de pesticides qui sont déversés en permanence. Les gens, finalement, se déplacent que en voiture. C'est presque impossible quand on leur dit qu'on essaye d'avoir des modes de déplacement un peu moins impactants. Parce que quand même, la biodiversité, c'est pas seulement le fait de protéger localement certains brins d'herbe. Déjà, moi, je me souviens qu'avec la ville de Montreuil, il y avait des gens qui venaient et qui cramaient, ou je ne sais pas comment ils faisaient, ils avaient une grosse machine qui utilisait de l'essence pour enlever les moindres petits brins d'herbe qui poussaient entre le mur et le trottoir, et ça faisait un bruit infernal. En plus, ça consommait de l'essence, et en plus, ça tuait les brins d'herbe qui repoussaient d'ailleurs assez rapidement, mais tout ça parce que c'était considéré comme sale. Et quand on leur disait mais arrêtez de faire ça, il fallait écrire à la mairie qui ne répondait jamais, franchement, voilà. Mais en fait, c'est pas seulement protéger ce petit brin d'herbe là, c'est aussi toutes les actions qu'on fait, comme par exemple pour l'ours blanc. La banquise fond parce que nous consommons en permanence, nous émettons des gaz à effet de serre, etc. Et je ne sais pas, moi j'ai l'impression que ça fait... Depuis que je suis née, j'ai la chance d'être née dans une famille de biologistes. Et depuis que je suis née, on me dit qu'il faut que ça s'arrête. Et ça fait 60 ans et plus, quoi. Donc je ne sais pas, moi je suis assez découragée du fait que ça change vraiment pas beaucoup, malheureusement, et que déjà le cercle qu'on est là, on est, je pense, assez d'accord, mais malheureusement il y en a qui sont très loin de ça, quoi. C'est un peu pessimiste peut-être pour finir. Justement, à 17h, la prochaine conversation, ce sera avec Gianluca Grimalda, qui est chercheur italien et qui a voyagé beaucoup. Il a traversé l'Asie
à pied, à cheval, en dromadaire, en tout ce que vous voulez. Et il est arrivé jusqu'aux îles l'île de Bougainville, dans l'archipel des Salomon, où justement il a tout le long interrogé les gens, observé comment ils appréhendaient et réagissaient au changement climatique. Donc on parlera de ça. Et par ailleurs, il fait partie d'un mouvement que je ne connaissais pas, des scientifiques en rébellion. Donc visiblement, il y a des chercheurs qui veulent mettre davantage de pression sur les politiques. En tout cas, il nous racontera tout ça. Alors ce serait dans un mix d'italien, de français, d'anglais. Je ne sais pas encore trop comment ça va se passer. Heureusement, Abigail est là, polyglotte, elle va nous aider. Mais ça risque d'être sympa. Je suis pas polyglotte. Et peut-être que les Italiens ont dit c'est des Français de bonne humeur, ça sera peut-être plus optimiste que nous l'avons été. Et je sais que vous avez quelqu'un à parler des forêts tout à l'heure. Il y aura Laurent Testo qui demain fera une conférence sur ce sujet, à noter, sur toutes les histoires de lutte contre les grands projets inutiles et imposés. Demain à 14h, on reçoit des camarades de Gonesse, des jardins ouvriers d'Aubervilliers et de la tour INSEE de Malakoff, qui est en train d'être démolie, donc là c'est raté, mais bon, on a des enseignements à prendre pour faire mieux la prochaine fois, sachant que visiblement il y a le théâtre de Malakoff qui est maintenant menacé, juste à côté, on n'apprend jamais. Dans la foulée, on recevra une architecte et un professeur en école d'architecture qui a écrit récemment Bâtir avec ceux qui restent, où il critique l'extractivisme, qui est aussi un autre grand sujet cher aux naturalistes de terre, de réhabilitation, de construction. Et on terminera avec une conversation sur vraiment ce lieu des murs à pêche, avec des gens de l'association des murs à pêche qui se sont battus pour classer ce lieu qui était menacé il y a 30-40 ans. Et aussi les gens de Pierre de Montreuil qui sont maçons, qui remontent les murs. Bon, vraiment, comment on fait, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est composé, et comment le tout crée ce microclimat original. Voilà, je vous remercie, et à tout à l'heure, ou à demain. Et il y a les copains de Libertalia qui sont là, super maison d'édition et libraire engagé de Montreuil.